Gaspard de Villiers, 40 ans, se tenait là, grand et élégant dans son costume sur mesure, sans un geste brusque, sans un mot de plus, mais avec une patience palpable. Ses yeux bleus perçants ne la jugeaient pas. Ils offraient une profondeur insondable, une tendresse inattendue qui perçait sa carapace de discrétion. Le silence s'étira, empli de la cacophonie intérieure d'Issée. Accepter, c'était admettre une détresse qu'elle avait tout fait pour cacher. Refuser, c'était prolonger son calvaire et celui de son bébé. La honte l'étreignait, mais une lassitude plus profonde encore, un désir primal de réconfort, commençait à l'emporter. Elle observa l'épaule tendue de Gaspard, si large, si stable, une ancre inespérée dans la tempête qu'elle traversait. Elle vit le tissu de son costume, impeccable, sans un pli, signe d'une vie ordonnée, si différente de la sienne. « Madame !» La voix de Gaspard était douce, à peine un murmure, comme s'il craignait de la briser. « Votre bébé a besoin que vous soyez reposée. » Il ne la pressait pas, il lui offrait une justification, une porte de sortie honorable. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Léo. L'argument était imparable. Le regard d'Issée s'abaissa sur son fils, dont les petites mains s'agrippaient à sa couverture douillette, un objet de réconfort qu'il n'avait pas lâché depuis le décollage. Léo était agité. Ses pleurs étaient passés d'aigus à des lamentations sourdes, signe d'un épuisement qui rivalisait avec le sien. Elle devait le calmer, mais elle-même était à bout. Lentement, avec une hésitation qui trahissait toute sa timidité et sa peur du jugement, Issée hocha la tête, un mouvement infime, presque imperceptible. Gaspard ne fit pas un pas de plus, ne se pencha pas davantage. Il se contenta de maintenir sa posture, offrant l'espace. C'était à elle de franchir le pas ou de ne pas le faire. La dignité de son offre était aussi déconcertante que sa générosité. Issée déglutit. Ses muscles endoloris protestaient à chaque mouvement, mais elle réussit à ajuster Léo dans ses bras, le berçant doucement. Puis avec une lenteur calculée, comme si chaque millimètre était une victoire contre l'orgueil, elle inclina sa tête, la déposant délicatement sur l'épaule de Gaspard. Le contact fut un choc électrique et apaisant à la fois. Le tissu du costume était doux, étrangement accueillant. Une vague de chaleur inattendue l'envahit. L'odeur légère et discrète d'un parfum masculin, boisé et raffiné, atteignit ses narines, dissipant l'odeur métallique de l'avion et le relent de lait du bébé. Son corps, tendu à l'extrême depuis des heures, commença à se détendre. Elle sentit la fermeté de l'épaule, un support solide, inébranlable. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ne portait pas le poids du monde sur ses propres épaules. Une ancre, un refuge insoupçonné. Léo, comme par miracle, parut sentir le changement. Ses petits cris s'atténuèrent, remplacés par de profonds soupirs. Il chercha le sein, mais Issée n'eut pas besoin de le lui offrir. Le simple contact avec le corps de sa mère, enfin détendu, apaisé par ce support inattendu, fut suffisant. Elle sentit sa respiration s'approfondir, ses petits poings se desserrer. Au bout de quelques minutes, qu'elle ne put quantifier, un silence bienheureux tomba sur le trio. Léo dormait, son visage potelé détendu, sa couverture douillette remontée jusqu'à son petit nez. Et Issée, malgré l'étrangeté de la situation, se laissa elle aussi glisser dans un état de demi-sommeil, son cœur ralentissant, son esprit s'apaisant. Les minutes s'étirèrent en un long ruban de temps suspendu. Le ronronnement des moteurs de l'avion, si irritant auparavant, devint une berceuse. Issée était consciente du mouvement régulier de la respiration de Gaspard sous sa joue, de la chaleur douce qu'il dégageait. Elle n'avait pas osé lever les yeux pour le regarder, craignant de briser l'équilibre précaire de cet instant volé. La gêne était toujours présente, mais elle était désormais recouverte d'une couche épaisse de gratitude et de soulagement. Son corps entier lui criait merci. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était épuisée, à quel point le fardeau avait été lourd, jusqu'à ce qu'une partie lui en soit ôtée. Elle se réveilla en sursaut, le corps engourdi, l'esprit un peu flou. Un bref moment de panique la saisit. Où était-elle? Puis le souvenir de l'épaule du vol de Léo revint. Léo dormait toujours profondément, sa petite bouche entr'ouverte, un filet de bave sur le menton. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi. Mais le repos, même bref, avait fait des merveilles. Les cernes étaient toujours là, mais le regard était moins accablé. Issée se redressa doucement, sa tête quittant l'épaule de Gaspard avec une extrême précaution. Elle sentit une chaleur embarrassante lui monter aux joues et elle eut le courage de lever les yeux vers lui pour la première fois depuis l'offre. Gaspard de Villiers était immobile, son regard rivé sur la vitre du hublot, fixant le tapis de nuages.
Il n'avait pas bougé d'un pouce. Il semblait même n'avoir pas respiré plus fort. Il ne la regardait pas, lui épargnant l'humiliation d'un échange visuel direct au réveil. Sa discrétion était une forme de respect qui la toucha profondément. « Je suis désolé, » murmura Issei, sa voix rauque de sommeil. « Je n'aurais pas dû... » Gaspard tourna enfin la tête, ses yeux bleus la rencontrant avec une douceur inattendue. Un léger sourire étira ses lèvres, révélant une chaleur que son allure distante ne laissait pas présager. « Il n'y a rien à être désolé, Issei Valois, » dit-il, utilisant son prénom avec une familiarité surprenante mais non intrusive. « Vous aviez besoin de repos. Et Léo aussi. » La mention de son nom la fit tressaillir. Comment le connaissait-il? Puis elle se souvint qu'elle avait dû présenter sa carte d'embarquement à l'hôtesse, qu'il avait sans doute appelée par son nom. Une banalité, mais qui, dans le contexte, lui semblait intime. « Merci », dit-elle, cette fois avec plus de fermeté, mais le mot était chargé d'une sincérité qu'elle n'avait pas souvent l'occasion d'exprimer. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Gaspard haussa légèrement les épaules, un geste à la fois modeste et élégant. « Les vols transcontinentaux sont éprouvants, encore plus avec un tout petit. » Il fit une pause, son regard se posant un instant sur Léo endormi. « Il est adorable quand il dort. » Issei sourit, un vrai sourire, le premier depuis longtemps, qui illumina un peu son visage fatigué. « Il l'est, oui, quand il ne hurle pas. » Gaspard rit doucement, un son riche et chaleureux qui adoucit encore plus son allure imposante. C'est le privilège de leur âge. Issei ne put s'empêcher de demander, poussé par une curiosité qui vainquait sa timidité. « Mais pourquoi m'avez-vous proposé cela ?» Gaspard de Villiers, homme d'affaires prospère et discret, habituellement si réservé, sembla réfléchir un instant à sa réponse. Il passa une main sur son menton parfaitement rasé. « J'ai vu votre détresse, » dit-il simplement, « et le courage avec lequel vous tentiez de la masquer. C'était évident que vous étiez à bout. » Il hésita, puis ajouta, ses yeux balayant la cabine luxueuse avant de revenir à elle. « Et puis, parfois, un geste simple peut faire toute la différence. Nous sommes tous humains, après tout. » Ces mots étaient empreints d'une sagesse tranquille, dénuée de tout paternalisme. Issei sentit une connexion inattendue s'établir entre eux, une brèche dans le mur qu'elle avait érigé autour d'elle. Elle n'était pas habituée à une telle gentillesse désintéressée, surtout de la part d'un homme qui, de toute évidence, évoluait dans un monde très différent du sien. Son allure distinguée, son costume impeccable, tout criait le succès, l'aisance. Elle, Issei, était une jeune mère célibataire, les mains pleines, les poches vides et la tête pleine de soucis. « Je suis Issei Valois », dit-elle, comme pour réaffirmer son identité, même si elle savait qu'il la connaissait déjà. « Et lui, c'est Léo. Il a 7 mois. Enchanté Issei et Léo, » répondit Gaspard, son sourire s'élargissant légèrement. « Gaspard de Villiers. » L'échange de noms propres, prononcé avec cette nouvelle intimité, marqua le début de quelque chose. Les barrières invisibles entre eux, celles des statuts sociaux, des préjugés, de l'isolement, commencèrent à s'estomper, subtilement. « Vous voyagez seul avec lui ?» demanda Gaspard, sans curiosité mal placée, juste une question ouverte. Issei hocha la tête. « Oui, nous déménageons, pour un nouveau départ. » Elle hésita, puis, encouragée par le regard attentif de Gaspard, continua. « J'ai trouvé un poste d'assistante de direction à San Francisco. C'est loin de ma famille, de mes repères, mais je voulais un changement, pour nous deux. » Sa voix était empreinte d'une vulnérabilité qu'elle n'avait pas l'habitude de partager avec des étrangers. Mais Gaspard ne la jugeait pas. Il écoutait simplement, sa posture détendue, son regard bienveillant. « Un nouveau départ, c'est courageux, » commenta-t-il, « surtout avec un jeune enfant. »« C'est ça ou stagner, » répondit Issei un peu plus forte. « J'ai travaillé dur pour cette opportunité. Je ne voulais pas que Léo sente que sa mère était prise au piège. » Elle ne mentionna pas le père de Léo, une absence douloureuse qu'elle gardait jalousement secrète. Mais l'implicite était là. Gaspard sembla comprendre sans qu'elle ait besoin d'en dire plus. Il hocha la tête lentement. « La détermination d'une mère est une force incomparable, » dit-il, son ton empli d'une sincérité qui la toucha. « Je n'ai pas d'enfant. Je n'imagine pas les défis. » Issei sentit une bouffée de chaleur. Il ne la plaignait pas. Il reconnaissait sa force. C'était un cadeau précieux. « Et vous, Gaspard de Villiers ?» osa-t-elle demander, reprenant son prénom avec un peu plus d'aisance. « Voyagez-vous souvent pour affaires ?»« Trop souvent, » répondit-il avec un sourire teinté de lassitude. « Je suis dans la finance, à la tête d'un fonds d'investissement.
Mes bureaux principaux sont à Paris et New York, mais j'ai des intérêts un peu partout. Je rentre d'une réunion importante à Singapour. » Elle sentit une certaine distance se recréer, non pas par sa faute, mais par l'évidence de leur monde respectif. Un millionnaire. Elle l'avait deviné, bien sûr, mais l'entendre le confirmer solidifiait la barrière. « C'est impressionnant, dit-elle, son admiration se mêlant à un soupçon d'appréhension. « Ça l'est sur le papier, répliqua-t-il, ses yeux perdant un peu de leur éclat pour se voiler d'une mélancolie fugace. Mais le succès a ses revers. C'est une vie souvent solitaire. » Issei fut surprise par cette confidence. Elle l'avait imaginée entourée, sollicitée, sa vie pleine de luxe et de divertissement. La solitude n'était pas une notion qu'elle aurait associée à un homme comme lui. Pourtant, elle perçut la sincérité dans ses paroles. « La solitude, je connais, avoua-t-elle, son regard se posant de nouveau sur Léo. Même avec Léo, parfois. C'est une solitude différente, celle d'être la seule à décider, la seule à porter le poids. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, une compréhension mutuelle s'ébaucha. Ils étaient, chacun à leur manière, isolés. Elle par ses responsabilités et sa timidité, lui par sa réussite et sa position. « On dit que la richesse n'achète pas le bonheur, » commença Gaspard, sa voix plus introspective. « C'est un cliché, mais il y a une part de vérité. Elle achète le confort, la sécurité, l'accès à des choses inaccessibles pour d'autres, mais elle ne remplit pas toujours les espaces vides. » Il fit un geste vague de la main. « J'ai beaucoup de contacts, d'associés, de gens qui veulent quelque chose de moi, mais de vraies connexions. C'est rare. » Issei écoutait, fasciné. Elle avait toujours pensé que si elle avait assez d'argent, tous ses problèmes disparaîtraient. Entendre un homme qui possédait cette richesse parler de vide, c'était déroutant et profondément humain. « J'ai l'impression d'être toujours en mouvement, » continua-t-il, un rare aveu de sa part, d'un avion à l'autre, d'une ville à l'autre, toujours à construire, à négocier, et quand je m'arrête, il y a un silence. Il y avait une pointe de tristesse dans ses paroles qui toucha Issei au plus profond d'elle-même. Elle avait toujours envié les vies qu'elle imaginait sans tracas financiers, sans cette anxiété constante qui était sa compagne quotidienne. Mais Gaspard, malgré sa fortune, semblait partager une autre forme d'anxiété, une quête de sens peut-être, ou de chaleur humaine. « Ce nouveau poste à San Francisco, j'espère que ce sera plus qu'un simple travail pour vous, Issei, » dit-il, ramenant la conversation à elle, « que ce sera un début de quelque chose de plus épanouissant. »« J'espère aussi, » dit-elle un peu rêveuse. « Je veux offrir à Léo un foyer stable, un environnement où il pourra s'épanouir, et pour moi retrouver un peu de moi-même. Être mère est merveilleux, mais parfois, on s'y perd. » Elle sentit une larme perler au coin de son œil, mais elle la retint. « Pas ici, pas maintenant. Pas après avoir fait preuve d'une telle force. » Leurs confidences s'écoulèrent comme un fleuve tranquille, porté par l'isolement relatif de la première classe et la bulle de l'avion suspendue entre ciel et terre. Ils parlèrent de leurs espoirs, de leurs craintes. Issei raconta ses difficultés, les jugements qu'elle avait parfois subis en tant que jeune mère célibataire, la pression de tout faire parfaitement. Gaspard, à son tour, évoqua les exigences impitoyables de son monde, les sacrifices personnels consentis pour atteindre son niveau de réussite, la sensation que les gens le voyaient d'abord comme De Villiers, le financier, et non comme un homme. Il parla de son enfance, d'une famille absente malgré la richesse, de l'apprentissage précoce, de l'autonomie. « J'ai toujours dû compter sur moi-même, » expliqua-t-il, « et j'ai appris à ne faire confiance qu'à mon jugement. C'est efficace en affaires, moins pour les relations humaines. » Un moment de silence s'installa, plus confortable cette fois. Léo remua légèrement dans les bras d'Issei, émettant un petit gargouillis de satisfaction avant de se rendormir. Issei sentit une gratitude immense pour ce bébé qui l'avait forcée à être forte, à sortir de sa coquille. « Il est ma raison d'être, » murmura-t-elle, caressant les cheveux soyeux de Léo. « Tout ce que je fais, c'est pour lui. » Gaspard l'observa, un regard profond dans ses yeux bleus. Il vit la pureté de son amour, la force silencieuse qui animait cette jeune femme timide. C'était une beauté qu'il rencontrait rarement dans son univers. « C'est la plus grande des richesses, » dit-il d'une voix plus grave. « Avoir quelqu'un pour qui se battre, pour qui se surpasser. » Leurs mains, posées sur l'accoudoir entre eux, étaient étrangement proches. Issei, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, une reconnaissance profonde et une connexion naissante, tendit un doigt et effleura délicatement le dos de la main de Gaspard. Le contact fut bref, léger comme le battement d'ailes d'un papillon, mais il fut ressenti comme une décharge électrique par chacun d'eux.
Une vague de chaleur les traversa. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et cette fois, il n'y avait plus de timidité ni de carapace, seulement une reconnaissance mutuelle, une vulnérabilité partagée qui transcendait leurs différences. C'était le moment clé, le point de non-retour où leur lien, forgé dans la fragilité et la gentillesse, devint indéniable, un fil invisible mais solide qui les unissait au-delà des nuages et des conventions. Leurs yeux restèrent accrochés, un océan de non-dits traversant le regard. Keizé sentit son cœur s'accélérer, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis bien trop longtemps. Ce n'était pas juste de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, une étincelle, la promesse d'un possible. Gaspard ne détourna pas le sien. Il y avait dans ses prunelles bleues une intensité nouvelle, une sorte de révélation silencieuse. C'était un moment suspendu, fragile, beau. Une voix résonna soudain dans les haut-parleurs de la cabine, brisant l'enchantement. « Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport international de San Francisco. Veuillez attacher vos ceintures et remettre vos sièges en position verticale. » Le monde extérieur fit irruption, brutalement, dans leur bulle. La réalité les rattrapa. La fin du voyage, la fin de cette parenthèse enchantée. Isée sentit une pointe de déception, de regret. Le temps s'était envolé. « Déjà » murmura-t-elle, un peu désemparée. Gaspard hocha la tête, son regard ne la quittant pas. Il semblerait. Il y avait une même mélancolie dans sa voix. Issé détacha sa ceinture et s'apprêtait à remettre son siège. Léo se réveilla alors, tiré de son sommeil par le changement de pression. Il poussa un petit cri, puis ouvrit de grands yeux clairs, fixant Gaspard avec une curiosité enfantine. Gaspard sourit au bébé, un sourire franc et doux. « Bonjour, Léo, » dit-il, sa voix pleine de tendresse. Isée sourit. C'était la première fois qu'elle voyait son fils interagir avec cet homme si important. L'avion commença sa lente descente, traversant la couche de nuages. La lumière du jour, d'abord pâle, se fit plus vive, révélant la baie de San Francisco, scintillante sous le soleil. Isée rangea sa couverture douillette, puis ses quelques affaires dans son petit sac. L'idée de le quitter, de le remercier simplement et de s'éloigner lui parut soudain insupportable. « Je ne sais pas comment vous remercier, Gaspard, dit-elle, cherchant les bons mots. Pour votre gentillesse, vous avez rendu ce voyage supportable, et même, elle chercha le mot juste, magique. » Gaspard lui tendit une carte de visite, en papier épais et élégant, sobrement gravée de son nom et d'un numéro de téléphone. « Gardez-la, dit-il, si vous avez le moindre souci en vous installant, ou si Léo a de nouveau des insomnies, ou simplement, si vous souhaitez prendre un café. » Son regard était direct, invitant. « J'ai des bureaux ici, il m'arrive de venir. » Isée prit la carte, le papier frais et lisse entre ses doigts. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite. C'était une invitation, une possibilité. « Je l'appellerai, » promit-elle, un sourire sincère éclairant son visage. L'avion atterrit en douceur, le bruit des roues sur le tarmac rompant définitivement la bulle de l'intimité. Les passagers commencèrent à se préparer à débarquer, l'agitation reprenant ses droits. Isée prit Léo dans ses bras, le serrant contre elle. Le bébé regardait Gaspard, puis sa mère, comme s'il comprenait que quelque chose d'important venait de se passer. « Au revoir, Gaspard », dit Issé, sa voix empreinte d'une émotion nouvelle. « Au revoir, Issé. »« Et Léo », répondit-il, son regard s'attardant sur elle une dernière fois, prometteur. Ils se levèrent. Isée, Léo dans les bras, fut l'une des premières à sortir, portée par une hâte mêlée d'appréhension et d'excitation. Elle n'osa pas se retourner. Elle savait que Gaspard était derrière elle, son épaule, son refuge, son sourire, gravé dans sa mémoire. En sortant de l'avion, elle sentit l'air frais de San Francisco sur son visage. Le nouveau départ avait commencé, et il portait en lui la promesse d'une connexion inattendue, le souvenir d'un millionnaire dont la plus grande richesse s'était révélée être une gentillesse inouïe. La carte de visite serrait sa paume. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début inattendu d'un autre voyage, celui de deux âmes solitaires ayant trouvé au-dessus des nuages un écho à leur cœur. Le souffle de San Francisco frais et salé cingla le visage d'Isée dès qu'elle franchit la passerelle de l'avion. Le soleil californien, doux et prometteur, l'accueillit, mais le vacarme de l'aéroport, les annonces incessantes et la foule pressée la ramenèrent brutalement à la réalité. Léo, blotti contre elle, s'agita sensible au changement d'ambiance. Isée serra plus fort sa couverture douillette, son cœur battant à la chamade.
entre l'excitation du nouveau départ et une anxiété familière qui commençait à se nouer dans son estomac. La carte de visite de Gaspard, lisse et rigide, lui chauffait la paume, une encre inattendue dans la tempête émotionnelle qui la traversait. Elle n'osa pas se retourner. Elle savait que son regard puissant, bienveillant, l'aurait déstabilisé encore davantage. Il était derrière elle, son épaule, son refuge, son sourire, gravé dans sa mémoire comme une promesse fragile. Les premiers jours à San Francisco furent un tourbillon de paperasse, de cartons et de nuits courtes. L'appartement qu'elle avait loué à distance, dans un quartier résidentiel un peu excentré mais charmant, était plus petit que ce qu'elle avait imaginé, mais la lumière qui inondait le salon chaque matin apportait une lueur d'espoir. Elle déballa les affaires de Léo en premier, créant un petit cocon de couleurs douces et de jouets dans un coin de la chambre. La couverture douillette de Léo devint un symbole de continuité, un lien avec la douceur inattendue du vol. Chaque soir, épuisé par les allers-retours à l'administration, les courses pour le frigo et les tentatives infructueuses de monter un berceau avec une clé Allen récalcitrante, Issei s'effondrait sur le canapé, Léo enfin endormi dans ses bras. La solitude, qu'elle pensait avoir apprivoisée, se fit plus pesante dans cette ville étrangère où elle ne connaissait personne. Les rares échanges avec les voisins étaient polis, mais superficiels. Personne avec qui partager un rire ou une angoisse nocturne. Son nouveau poste d'assistante de direction s'annonçait prometteur, mais les premiers jours étaient intenses. Elle devait apprendre de nouveaux systèmes, s'adapter à une culture d'entreprise différente, et prouver qu'elle était à la hauteur. Le matin, elle déposait Léo à la crèche d'entreprise, le cœur serré à chaque fois qu'il tendait ses petites mains vers elle, les yeux embués de larmes. Elle se sentait coupable de le laisser, de ne pas être là à chaque instant, une angoisse permanente que chaque mère célibataire devait affronter. Le soir, elle le récupérait, souvent en retard, le visage tendu et le corps lourd de fatigue. Elle tentait de rattraper le temps perdu, de lui offrir toute l'attention qu'il méritait, mais son esprit était souvent ailleurs, planifiant les repas, les rendez-vous, le budget. La carte de Gaspard restait sur sa table de chevet, un objet presque sacré. Elle la prenait parfois, caressait le papier épais, lisait son nom gravé. Gaspard de Villiers. Un nom qui résonnait comme une autre vie, un autre monde. Elle se demandait s'il pensait à elle, à Léo, ou si leur rencontre n'avait été qu'une parenthèse, vite oubliée par un homme habitué aux voyages et aux rencontres fugaces. Sa timidité, son éternelle compagne, lui dictait de ne pas l'appeler. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une jeune mère célibataire débordée? Elle n'avait rien à offrir, rien à part sa fatigue et ses soucis. Le fossé entre leurs vies lui semblait immense, infranchissable. Pourtant, le souvenir de son épaule, de sa gentillesse désintéressée, persistait. La chaleur de son corps sous sa joue, l'odeur de son parfum discret, le son de sa voix apaisante. « Dors sur mon épaule ». Ces mots étaient devenus une sorte de mantra secret, un rappel qu'elle n'était pas complètement seule, qu'il existait encore de la bienveillance dans ce monde. Mais elle n'osait pas briser le charme, transformer ce souvenir parfait en une réalité potentiellement maladroite ou décevante. Les semaines passèrent. Issei commença à prendre ses marques au travail, à se familiariser avec les rues de San Francisco, à trouver quelque parc où emmener Léo. Mais la fatigue s'accumulait et les imprévus s'enchaînaient. Léo attrapa un gros rhume, avec de la fièvre et des quintes de toux nocturnes. Issei passa 3 nuits blanches, le berçant, le consolant, le soignant. Elle devait prendre des jours de congé non payés, ce qui mettait encore plus de pression sur ses finances déjà fragiles. Son chef, bien que compréhensif, lui fit sentir que ce n'était pas idéal pour une nouvelle recrue. Le stress la rongeait. Elle se sentait prise au piège, de nouveau à bout de force, la gorge serrée, les yeux cernés. Un soir, alors que Léo dormait enfin d'un sommeil agité, Issei s'effondra sur le canapé. Les larmes, qu'elle avait tant retenues, coulèrent enfin chaudes et amères. Elle se sentait submergée, seule, loin de tout repère. Elle regarda la carte de Gaspard sur la table basse, comme si elle était un objet magique. La tentation était forte, mais la peur du rejet, de l'indifférence était plus forte encore. Elle se sentait indigne, trop fatiguée, trop peu glamour pour cet homme élégant et sophistiqué. C'est alors que son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Allô ?» Sa voix était rauque, trahissant son épuisement. « Bonsoir, Issei, c'est Gaspard. » Issei sentit son cœur faire un bond, puis se dérober. Elle se redressa, essuyant rapidement ses larmes.
Gaspard? Elle ne put cacher sa surprise. Comment avez-vous eu mon numéro? Il y eut un léger rire à l'autre bout du fil, un son familier et chaleureux. Disons que je suis un homme de ressources. Quand on veut trouver quelqu'un, on trouve. Je me suis dit que si vous aviez des soucis, vous ne m'appelleriez peut-être pas. Mais j'espérais que vous iriez bien. Il y avait une tendresse non dissimulée dans sa voix qui la submergea. Il avait pensé à elle. Il avait fait l'effort de la chercher. Je vais bien, mentit-elle à moitié, sa voix encore tremblante. Ici, dit-il, son ton devenant plus sérieux. Je vous ai vu sur ce vol. Je crois que je sais reconnaître quand quelqu'un est à bout. Est-ce que Léo va bien? Et vous? Son intuition était perçante. Il avait vu au-delà de sa façade. Et là, au téléphone, dans son appartement silencieux de San Francisco, la carapace d'Isée se fissura à nouveau. Léo a la grippe, avoua-t-elle, les larmes remontant. Et je suis juste un peu épuisée. C'est difficile de tout gérer seul, dans une nouvelle ville. Il y eut un silence, non pas de jugement, mais d'écoute. Je suis désolé d'entendre ça, dit Gaspard, sa voix empreinte d'une sincérité profonde. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Isée fut tentée de refuser par fierté. Mais l'épuisement était trop grand. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Juste d'entendre une voix amie, c'est déjà beaucoup. Je suis à San Francisco en ce moment, dit Gaspard. Je devais repartir demain, mais ma réunion a été repoussée. Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne un café demain après-midi? Quand Léo fait sa sieste? Isée hésita un instant. C'était une occasion inespérée. Oui, dit-elle enfin, une lueur d'espoir perçant l'obscurité. Oui, j'aimerais beaucoup. Le lendemain, Isée passa la matinée à s'occuper de Léo, à nettoyer l'appartement, à tenter de dissimuler les cernes de fatigue avec un peu de maquillage. Elle choisit une robe simple mais élégante, voulant être à la hauteur de l'homme qu'elle allait rencontrer. Le cœur battant, elle laissa Léo à la crèche pour 1h30, juste le temps de ce café. Elle arriva au café désigné, un endroit chic du centre-ville, l'estomac noué. Gaspard était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, buvant un thé. Il était impeccable dans un costume gris anthracite, ses cheveux poivre et sel, parfaitement coiffés. Il avait l'air si sûr de lui, si posé. Elle sentit sa timidité remonter, la gorge sèche. Gaspard la vit et son visage s'illumina d'un sourire authentique et chaleureux, dissipant une grande partie de son appréhension. Il se leva pour la saluer. « Isée, » dit-il, sa voix douce et accueillante. « Je suis ravi de vous revoir. »« Moi aussi, Gaspard, » répondit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Ils s'assirent. Il la regarda attentivement, sans jugement. « Comment allez-vous vraiment ?» demanda-t-il, allant droit au but. Isée respira profondément. « Mieux. Léo va mieux. La fièvre est tombée. Mais oui, c'est une montagne parfois. » Elle lui raconta les difficultés des premières semaines, le rhume de Léo, les soucis financiers, la solitude. Gaspard écouta posément, hochant la tête, son regard bleu empli d'une compassion palpable. Il ne l'interrompit pas, ne lui donna pas de conseils non sollicités. Il écoutait simplement. Et cette écoute, cette présence était le plus grand des réconforts. C'est une force incroyable de tout gérer ainsi, dit-il finalement. Peu de gens en seraient capables. Isée sentit une bouffée de chaleur. Il ne la plaignait pas. Il reconnaissait sa résilience. « Et vous, Gaspard ?» demanda-t-elle. « Comment s'est passée votre réunion ?» Il sourit. Comme d'habitude. Négociations, chiffres, un peu de blabla. C'est un monde qui peut être grisant, mais aussi très impersonnel. Il fit une pause. C'est pour ça que ce café et cette conversation sont une bouffée d'air frais. Leurs regards se croisèrent et l'étincelle qui avait jailli dans l'avion se raviva, plus forte, plus réelle encore. Il n'était plus suspendu au-dessus des nuages, mais ancré dans la réalité de San Francisco, et leur connexion était toujours là, vibrante. « Isée, » dit Gaspard, posant sa main sur la table, juste à côté de la sienne. « Je sais que je ne peux pas résoudre tous vos problèmes, mais si vous avez besoin d'aide pour trouver une nounou fiable, ou des contacts pour des ressources locales pour les jeunes mères, ou même simplement d'une épaule pour vous reposer un instant, n'hésitez pas, je suis là. » Son regard était intense, d'une sincérité désarmante. Il ne parlait pas de son argent, mais de son temps, de son attention, de son humanité. C'était une offre d'un soutien concret, et bien plus encore. Il lui offrait une forme de dor sur mon épaule, adaptée à leur nouvelle réalité. Non pas pour dormir littéralement, mais pour trouver un refuge, une stabilité dans la vie agitée qu'elle menait. Isée sentit ses yeux s'embuer de nouveau,
Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Elle n'était pas seule. Elle avait un allié inattendu, un homme qui la voyait, elle, au-delà de son statut de mère célibataire fatiguée. Elle posa sa main sur la sienne, un geste qu'elle n'aurait jamais osé faire auparavant. Le contact fut doux, chaud, réconfortant. « Merci, Gaspard », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Leurs doigts s'entrelacèrent doucement. Ce n'était pas seulement un soutien amical, c'était la promesse d'une tendresse naissante, un pas vers une intimité plus profonde. La timidité d'Isée s'était envolée, remplacée par la certitude d'une connexion rare et précieuse. Le reste de l'après-midi passa trop vite. Ils parlèrent de leur vie, de leurs passions, de leurs rêves. Gaspard se révéla un homme cultivé, passionné d'art et d'histoire, bien au-delà des chiffres et de la finance. Isée, de son côté, découvrit en elle une force de caractère, une capacité à s'ouvrir qu'elle ne soupçonnait pas. Elle lui parla de son amour pour la lecture, de son désir de reprendre des études, de son espoir de créer une vie épanouie pour Léo. Il l'écoutait avec un intérêt sincère, l'encourageant, la valorisant. Quand il fut temps pour Isée de récupérer Léo, Gaspard insista pour la raccompagner. Marcher à ses côtés dans les rues animées de San Francisco, sentir sa présence solide, sa main effleurant parfois la sienne, était une sensation nouvelle et enivrante. L'air frais de la ville semblait porter des promesses. Les semaines qui suivirent furent une douce chorégraphie d'attention et de découverte. Gaspard prolongea son séjour à San Francisco, prétextant des affaires importantes à gérer sur place. Il ne la laissa jamais se sentir redevable, mais il était toujours là. Il l'aida à trouver une babysitter fiable et adorable pour Léo, une étudiante en art qui se révéla être une perle. Il lui recommanda des lieux pour enfants, des parcs cachés, des bibliothèques. Il l'invita à dîner, d'abord dans des restaurants décontractés, puis dans des endroits plus chics où Isée, pour la première fois, se sentait à sa place, élégante et appréciée. Ils explorèrent San Francisco ensemble, Gaspard lui montrant des coins qu'elle n'aurait jamais découverts seule, des galeries d'art, des points de vue panoramiques. Léo fut souvent de la partie, Gaspard se montrant étonnamment à l'aise avec le bébé, le faisant rire, le tenant dans ses bras avec une douceur inattendue. Isée le regardait, le cœur gonflé d'émotion. Cet homme solitaire, habitué aux chiffres et aux affaires, révélait une tendresse paternelle qui la touchait au plus profond de son être. Leurs conversations devinrent plus intimes. Ils parlèrent de leurs peurs les plus profondes, de leurs rêves les plus fous. Isée découvrit la blessure de Gaspard, une solitude ancrée depuis l'enfance, une soif de connexion authentique que sa fortune ne pouvait étancher. Elle comprit qu'il n'était pas seulement un millionnaire, mais un homme complexe, sensible, dont la carapace s'était érodée au contact de sa propre vulnérabilité. Et Gaspard, à son tour, fut fasciné par la force tranquille d'Isée, sa résilience, son amour inconditionnel pour Léo. Il voyait en elle une richesse que l'argent ne pouvait acheter, l'authenticité, la chaleur humaine, la capacité à aimer et à se battre. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant italien aux chandelles, Gaspard prit sa main. « Isée », dit-il, son regard bleu intense et profond. « Je ne pensais pas rencontrer une telle connexion, une telle âme, au détour d'un vol transcontinental. Vous et Léo, vous avez apporté une lumière dans ma vie que je ne savais même pas qu'il me manquait. » Isée sentit son cœur chavirer. Elle avait attendu toute sa vie des mots comme ceux-là. « Gaspard, » répondit-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une rencontre aussi fortuite puisse devenir si importante. Vous m'avez donné le courage de continuer, de croire en moi. Vous m'avez offert bien plus qu'une épaule sur laquelle dormir. » Il sourit tendrement. « C'est un début, Isée. Seulement un début. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé de San Francisco, ils se promenèrent le long de la baie, la main dans la main. La brise légère portait l'odeur du large, et les lumières de la ville scintillaient autour d'eux. La solitude qui les avait chacun accompagnés pendant si longtemps semblait s'être dissipée, remplacée par la douce chaleur de leur compagnie mutuelle. Gaspard se tourna vers elle, son regard plein de promesses, et il la serra doucement dans ses bras. Ce n'était pas le baiser fougueux d'un roman, mais un baiser doux, mesuré, empli de tendresse et de respect, scellant leur connexion, leur promesse d'un avenir. Isée, enveloppée dans la douce chaleur des bras de Gaspard, sentit le monde autour d'eux se stabiliser. Le baiser, léger et empreint de respect, avait scellé bien plus qu'une simple affection. Il avait marqué le début d'une nouvelle ère. Leurs mains s'étaient serrées un peu plus fort,
Un serment silencieux échangé sous le regard complice de la lune californienne, dont la lumière argentée se reflétait sur les eaux calmes de la baie. La brise marine, qui les avait jadis trouvés solitaires, murmurait désormais des promesses d'avenir, mêlant le parfum salé de l'océan à l'odeur rassurante du parfum discret de Gaspard, un mélange qui devint pour Isée l'essence même du réconfort. Une paix profonde s'installa en Isée, une sensation inouïe de trouver enfin sa place, non pas seule face à l'immensité de ses responsabilités, mais ancrée aux côtés d'un homme qui la voyait, la comprenait et l'aimait dans toute sa complexité. Le silence qui suivit fut rempli de milliers de mots non dits, de promesses tacites et de l'éclat naissant d'un espoir longtemps réprimé, une étoile brillante dans l'obscurité qu'elle avait connue. Les jours qui suivirent s'étirèrent comme une douce mélodie, chaque note ajoutant une couche à leur symphonie naissante. Gaspard, avec une détermination tranquille et une discrétion toute personnelle, avait prolongé son séjour à San Francisco, transformant des affaires importantes en une réalité palpable, ancrée dans la routine d'Isée et de Léo. Il jonglait avec ses responsabilités mondiales, menant des conférences téléphoniques à des heures incongrues depuis l'appartement d'Isée, visitant des chantiers en construction ou des galeries d'art pour des acquisitions prestigieuses, tout en s'assurant de dégager des plages horaires incompressibles pour eux. Sa vie, autrefois une succession méthodique de rendez-vous d'affaires et de vols transcontinentaux solitaires, prenait désormais un rythme différent, plus humain, plus enraciné. Il était là, présent, sans jamais être envahissant, offrant un soutien qui transcendait les mots. Il envoyait des messages courts mais tendres tout au long de la journée, de simples « Comment va Léo ?» accompagnés d'une photo d'un ours en peluche aperçu dans une vitrine, ou « J'espère que ta journée se passe bien, n'oublie pas de souffler un peu », des attentions qui réchauffaient le cœur d'Isée et lui rappelaient qu'elle n'était plus seule à porter le poids du quotidien. Isée se découvrait. La femme timide et épuisée, qui s'était longtemps définie par ses peurs et ses devoirs, commençait à s'épanouir sous le regard bienveillant de Gaspard. Il l'encourageait à exprimer ses pensées, à partager ses rêves les plus secrets, à explorer les facettes de sa personnalité qu'elle avait cru devoir enfouir sous le poids des conventions et des attentes. Les dîners, d'abord timides et ponctués de silences confortables, se transformèrent en longues soirées de confidences, où ils exploraient les méandres de leurs passés respectifs, les joies et les peines qui les avaient façonnés. Gaspard, d'ordinaire si réservé, lui raconta son enfance solitaire dans une vaste demeure trop silencieuse, lourde d'œuvres d'art et d'une histoire familiale écrasante, mais dépourvue de chaleur humaine. Il évoqua les attentes pesantes de sa famille, la pression d'une carrière tracée d'avance qu'il avait souvent laissée vide, malgré l'abondance matérielle, un succès qui sonnait creux. Il parlait de l'absence de réelle connexion, de la difficulté de faire confiance, des masques qu'il avait appris à porter pour naviguer dans son monde impitoyable. Il avait l'impression d'avoir toujours vécu derrière une vitre, observant les autres vivre, sans jamais vraiment y participer. Isée, de son côté, partageait ses espoirs pour Léo, ses ambitions professionnelles renaissantes. Elle osait même envisager une promotion à moyen terme à son poste, portée par une nouvelle audace, et cette peur persistante de ne pas être à la hauteur. Mais avec Gaspard, cette peur s'amenuisait, remplacée par une confiance nouvelle, une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. Elle osait à nouveau rêver à voix haute devant lui. Léo, ce petit bout d'homme qui avait été le catalyseur de leur rencontre, était au centre de cette nouvelle dynamique, le lien tangible de leur histoire. Gaspard, d'une tendresse inattendue, le prit sous son aile, dévoilant une facette de sa personnalité qu'il avait lui-même ignorée. Les balades au parc de Golden Gate se transformèrent en aventures, où Gaspard poussait la balançoire de Léo si haut que les rires du bébé résonnaient à travers les arbres mêlés aux siens, un son rare et précieux pour Isée. Il lui lisait des histoires d'une voix grave et douce, mimant les personnages avec un sérieux désarmant qui faisait rire Léo aux éclats, construisait des tours de cubes qui s'effondraient dans un fracas joyeux et le prenait dans ses bras avec une aisance et une délicatesse qui étonnaient Isée chaque jour. Il n'était pas un simple visiteur ou un ami de sa mère. Il devenait une présence stable et aimante dans la vie de Léo et, par extension, dans la sienne. Léo, avec l'instinct pur de l'enfance, avait adopté Gaspard avec une facilité déconcertante, tendant ses petites mains vers lui dès qu'il franchissait le seuil, cherchant sa présence comme une évidence. La couverture douillette de Léo,
jadis symbole de réconfort solitaire et d'un lien fusionnel avec sa mère, semblait maintenant unie à l'épaule solide de Gaspard, formant un tout cohérent et rassurant, un nouveau sanctuaire de bonheur. Isée observait ces interactions, le cœur serré d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, une joie mêlée de gratitude et d'une sorte de vertige. C'était plus que de l'amour, c'était la reconnaissance d'une famille en devenir, d'un foyer que son âme avait désiré sans oser l'espérer, une image si parfaite qu'elle craignait parfois qu'elle ne se dissolve comme un rêve au réveil. La pensée d'un avenir avec Gaspard et Léo, comme une entité inséparable, grandissait en elle, forte et douce. Elle s'émerveillait de voir cet homme d'affaires, si à l'aise dans les conseils d'administration, se métamorphoser en un père de substitution attentionné, un partenaire tendre. Leur rendez-vous, initialement limité au café rapide et au dîner discret, s'était étoffé. Gaspard l'invitait à des vernissages d'art, une passion qu'il partageait avec elle, l'introduisant à des œuvres et des artistes qu'Isée n'aurait jamais eu l'occasion de découvrir, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur le monde. Il l'emmenait à des concerts de musique classique, où Isée, absorbée par la mélodie et la puissance des orchestres symphoniques, se sentait transportée, loin des tracas quotidiens. Il y avait aussi les week-ends, où ils s'évadaient tous les trois de la ville, explorant les côtes sauvages du Pacifique, les forêts de séquoias géants où la lumière filtrait en faisceaux mystiques, ou les charmantes villes côtières où le temps semblait suspendu. Gaspard louait de petites cabanes confortables, loin du luxe ostentatoire, privilégiant l'intimité et la simplicité, les rires et les conversations au coin du feu. Ils y cuisinaient ensemble, Gaspard se révélant un cuisinier étonnamment talentueux pour les plats simples mais savoureux, et Isée se sentait enfin libre, le vent marin balayant ses soucis, ses cheveux, ses doutes. Ces moments précieux leur permettaient de construire des souvenirs, de tisser les liens invisibles qui forment le tissu d'une vie commune et de confirmer la profondeur de leur compatibilité. Le défi ne tarda pas à pointer le bout de son nez, non pas sous la forme d'un conflit dramatique interne, mais d'une subtile dissonance entre leurs mondes, une réalité inévitable de la vie de Gaspard. Il devait assister à un gala de bienfaisance, un événement annuel majeur de la haute société de San Francisco, qu'il co-présidait. C'était une occasion pour lui de montrer son engagement philanthropique et de renforcer ses réseaux, un aspect inévitable et parfois contraignant de sa vie professionnelle et sociale. « J'aimerais que tu viennes avec moi, Isée », lui avait-il dit un soir, son regard bleu perçant balayant le salon modeste d'Isée, comme s'il tentait de visualiser sa place dans un monde qu'il connaissait si bien et qu'il voulait partager avec elle. Ce serait l'occasion de rencontrer des gens importants et surtout de passer une soirée mémorable ensemble, pour nous, comme un couple. Isée sentit son estomac se nouer, une vieille anxiété remontant à la surface, plus tenace qu'elle ne l'aurait voulu. Un gala, la haute société. Elle imaginait déjà les robes scintillantes, les bijoux étincelants, les conversations superficielles et les regards scrutateurs, les jugements silencieux et les chuchotements. Sa timidité qu'elle pensait avoir domptée au fil des semaines passées aux côtés de Gaspard refit surface avec une intensité vertigineuse, comme une vague froide menaçant de la submerger. Elle se voyait déjà, petite et insignifiante, perdue dans cette foule élégante, une imposture parmi l'élite. « Je n'appartiens pas à ce monde », pensa-t-elle, son cœur s'accélérant. « Je ne suis pas sûre, Gaspard », murmura-t-elle, son regard se posant sur ses mains qu'elle serrait nerveusement, un geste qui trahissait son inconfort. « Je ne suis pas habituée à ce genre d'événement. Je n'ai pas de robe adéquate et je me sentirais tellement déplacée. J'ai peur de te faire honte de ne pas être à la hauteur. » La peur du jugement des autres était une chaîne invisible qu'elle portait depuis l'enfance, une ombre tenace. Gaspard s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes, son toucher chaud et rassurant. « Isée, tu es la femme la plus élégante que je connaisse. Ton cœur, ton intelligence, ta douceur, ce sont ces qualités qui brillent, pas le prix de ta robe. Et je serai à tes côtés, à chaque instant. Ne crains rien. Laisse-moi te montrer ce monde, et ensemble, nous le traverserons. Tu es plus que capable. » Ces paroles, douces mais fermes, étaient comme un baume sur ses angoisses, une nouvelle application de cette promesse d'épaule. Il lui offrait son soutien, son épaule, dans un nouveau contexte, une extension de cette promesse faite dans l'avion. Il lui rappelait la force qu'il voyait en elle, même quand elle ne la voyait pas elle-même. Son amour était un bouclier, une source de courage inépuisable.
Elle réalisa qu'il ne lui demandait pas de changer qui elle était, mais de l'accompagner, de lui faire confiance. Encouragée par sa foi inébranlable et le désir profond de partager pleinement sa vie avec lui, Issei accepta. La préparation fut un mélange d'excitation et de nervosité. Gaspard, avec une délicatesse infinie, lui offrit de l'accompagner pour choisir une robe, non pas comme une obligation, mais comme une occasion de partager un moment spécial, de faire d'un devoir une parenthèse enchantée. Dans les boutiques luxueuses de Union Square, Issei se sentait d'abord mal à l'aise, submergée par le choix et les prix exorbitants, les regards parfois hautains des vendeuses. Mais Gaspard la guida avec une patience infinie, la faisant se sentir belle et désirée, sans jamais la presser ni la juger, son regard validant chacun de ses choix. Elle choisit une robe bleu nuit, d'une coupe simple mais sophistiquée, qui épousait sa silhouette avec élégance et mettait en valeur son teint, un choix qui reflétait sa propre personnalité, discrète mais raffinée. Elle se sentait transformée, non pas par le tissu ou l'éclat des bijoux discrets qu'il lui avait offerts pour l'occasion, de simples boucles d'oreilles en saphir assorties à sa robe et à ses yeux, mais par la confiance que Gaspard lui inspirait, par le fait qu'il la voyait sous ce jour nouveau. Elle réalisa qu'elle ne se déguisait pas pour le gala, mais qu'elle révélait une part d'elle-même, plus audacieuse, qui l'aidait à faire émerger. Le soir du gala arriva, apportant avec lui une légère brise fraîche et une excitation palpable. Les lumières de la ville scintillaient déjà, promettant une nuit pleine d'éclat. Issei laissa Léo avec la babysitter fiable et adorable que Gaspard lui avait aidé à trouver, une étudiante en art du quartier nommée Chloé, le cœur serré mais confiant. En descendant l'escalier de son appartement, son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une femme qu'elle reconnaissait à peine, une étincelle nouvelle et résolue dans ses yeux, le visage serein. Elle vit Gaspard l'attendre en bas, impeccable dans un smoking sombre sur mesure qui accentuait sa prestance naturelle, son élégance discrète. Son regard s'illumina d'une joie authentique quand il la vit, un sourire sincère et profond éclairant son visage, chassant les dernières ombres de doute en elle. « Tu es magnifique, Issei », dit-il, sa voix douce et remplie d'admiration, ses yeux bleus la dévorant du regard. « Absolument magnifique ». Leurs doigts s'entrelacèrent et ils partirent, un couple dont l'harmonie transcendait les apparences, prêt à affronter le monde. Le grand hall de l'hôtel, orné de marbre poli et de boiseries anciennes, était un tourbillon de lumière tamisée, de rires étouffés et de conversations animées, comme une ruche bourdonnante d'élégance et de prestance. Des lustres de cristal de bohème pendaient du plafond, projetant des étincelles sur les centaines de convives vêtus de robes de soirée chatoyantes et de smokings impeccables. Le cliquetis des verres, les éclats de rire feutrés et le murmure des discussions formaient une symphonie étourdissante, un tableau vivant de la richesse et de l'influence. Issei sentit sa timidité remonter, une vague froide menaçant de la submerger, une anxiété sourde qui menaçait de paralyser son souffle. Elle serra la main de Gaspard, sa seule ancre dans cette mer de visages inconnus et d'intimidation silencieuse, cherchant la chaleur de sa paume comme une bouée de sauvetage. Elle sentit les regards curieux, certains bienveillants, d'autres plus interrogateurs et froids, se poser sur eux, l'évaluant sans concession. « Respire, Issei », murmura-t-il, son pouce caressant doucement sa peau, un geste infime mais rempli de soutien et de présence. « Je suis là, regarde-moi, nous sommes ensemble. » Et il l'était. Il la présenta à ses associés, à des philanthropes renommés dont les noms apparaissaient souvent dans les colonnes des journaux, à des personnalités influentes du monde des affaires et de la culture, toujours avec une fierté non dissimulée dans sa voix et son regard, comme si elle était la personne la plus importante de la salle. Il ne la lâcha pas, la guidant à travers la foule, traduisant les jargons compliqués du monde de la finance ou de l'art, la protégeant des questions trop intrusives ou des banalités creuses. Issei, porté par sa présence inébranlable et son regard encourageant, trouva une force inattendue. Elle écoutait attentivement, souriait avec sincérité et même, parfois, osait prendre la parole, surprise par la clarté et l'assurance de sa propre voix, qu'elle ne reconnaissait pas toujours comme la sienne. Elle sentait son cœur battre plus fort, mais c'était un battement de vie, pas de peur, une affirmation de sa propre existence dans ce monde nouveau. Mais la bulle protectrice que Gaspard avait tissée autour d'elle ne pouvait durer éternellement. Alors qu'il discutait avec un couple de mécènes d'art, des amis de longue date de Gaspard qui l'accueillirent avec chaleur et bienveillance, une femme aux cheveux blonds impeccables, au brushing parfait
et au regard acéré s'approcha. Elle s'appelait Isabelle Dubois, une ancienne connaissance de Gaspard issue d'une famille influente et connue pour son franc-parler tranchant et son penchant pour le jugement social, une femme dont la réputation la précédait dans ses cercles, tel un prédateur. Son arrivée introduisit une tension subtile mais perceptible, comme une fausse note dissonante dans une symphonie. « Gaspard !» s'exclama-t-elle, un sourire forcé sur ses lèvres rouges écarlates, son ton mielleux mais perçant, teinté d'une curiosité malveillante. « Quelle surprise de vous voir avec une nouvelle compagne !» Son regard glissa, avec une lenteur calculée et une pointe de dédain, de la tête aux pieds d'Isée, s'attardant un peu trop longtemps sur la simplicité élégante de sa robe comparée aux parures flamboyantes et ostentatoires des autres femmes. Je ne crois pas que nous ayons eu le plaisir. Il y avait une pointe de défi dans sa voix, une volonté de marquer son territoire et de rabaisser Isée, de la reléguer à un statut inférieur. Isée sentit son cœur se serrer, un vieux réflexe de repli sur soi. Une brûlure familière de l'insécurité la submergeant. La voilà, la confrontation qu'elle craignait tant, le moment où ses peurs d'être jugée et de ne pas être à la hauteur se matérialisaient avec une virulence inattendue. « Isabelle, je vous présente Isée », dit Gaspard, sa voix devenant légèrement plus froide, son bras se resserrant imperceptiblement mais fermement autour de la taille d'Isée, comme pour la rassurer et la soutenir face à l'assaut imminent. « Isée est une personne très spéciale pour moi. » Le mot spécial résonna dans la cacophonie de la salle, rempli d'une intention et d'une force que même Isabelle, avec toute son arrogance, ne put ignorer complètement. C'était une déclaration claire et sans ambiguïté, un avertissement. Isabelle, loin de se laisser démonter, continua, son sourire se faisant plus piquant, ses yeux brillant d'une malveillance à peine voilée. « Ah oui, je vous connais si bien, Gaspard, toujours à la recherche de l'exotisme. Mais une mère célibataire avec un bébé, c'est une sacrée nouveauté pour vous, n'est-ce pas? Un petit projet humanitaire, peut-être, ou cherchez-vous à tester les limites de la charité, mon cher ?» Ces paroles étaient distillées avec une cruauté calculée, visant à blesser et à humilier Isée, à la renvoyer à ce qu'elle considérait comme sa place dans la hiérarchie sociale. Le sang d'Isée ne fit qu'un tour. Les mots étaient prononcés avec une condescendance qui la frappa en plein cœur, comme une gifle invisible, une flèche empoisonnée. Elle sentit la honte et la colère monter en elle, l'envie irrépressible de s'enfuir, de disparaître sous le parquet ciré et étincelant. Son visage rougit, et ses mains commencèrent à trembler légèrement, signe de sa détresse intérieure. Elle se sentit redevenir la jeune femme apeurée du vol, seule et jugée, ses fragilités mises à nu devant cette femme impitoyable. Les voix dans sa tête, celles de ses propres doutes, résonnaient avec les paroles d'Isabelle, amplifiant le sentiment d'humiliation. Gaspard tendit la main, comme pour la défendre, son regard sombre fixant Isabelle avec une intensité menaçante qui aurait fait reculer la plupart des gens, son corps se tendant pour protéger celle qu'il aimait. Mais Isée, avant qu'il ne puisse prononcer un mot, sentit quelque chose se briser en elle. Non pas une fissure de faiblesse, mais une libération de force accumulée, une explosion de résilience, une étincelle de dignité qui jaillit des profondeurs de son être. Pour Léo, dont l'honneur était indirectement attaqué, la mère en elle ne pouvait se taire. Pour elle-même, qui avait trop longtemps laissé la peur la dicter, et pour Gaspard, qui la défendait avec tant de ferveur, mais qu'elle ne voulait pas laisser se battre seule. L'épaule de Gaspard, si souvent son refuge et son point d'ancrage, était maintenant la plateforme d'où elle s'élancerait, forte et inébranlable. Elle se redressa, ses yeux, d'ordinaire doux et parfois préoccupés, se posant sur Isabelle, avec une nouvelle détermination, un éclat que Gaspard n'avait jamais vu en elle. Son menton se leva légèrement, un geste de défi silencieux. « Madame Dubois » dit Isée, sa voix étonnamment claire et ferme malgré les battements furieux de son cœur qu'elle sentait résonner dans ses tempes, chaque mot fut prononcé avec une précision et une dignité qu'elle puisait au plus profond d'elle-même. L'amour que je porte à mon fils et ma volonté de lui offrir le meilleur n'est en rien un projet humanitaire ni un acte de charité. C'est le fondement même de ma vie, ma plus grande fierté et la source de ma plus grande force. C'est un amour qui m'a transformé, qui m'a donné le courage d'affronter des mondes qui, comme le vôtre, semblent juger sans comprendre. Elle fit une légère pause, laissant ses mots infusés, le silence s'alourdissant autour d'eux. Et quant à la générosité de cœur de Gaspard, que vous semblez minimiser avec une légèreté regrettable et un manque flagrant d'empathie,
C'est précisément ce qui m'a attiré à lui. Il n'est pas à la recherche d'exotisme ou d'une expérience éphémère. Il est simplement un homme bon, capable de voir la valeur d'une personne au-delà des apparences et des étiquettes superficielles que votre monde semble tant apprécier. Sa richesse, madame, ne se mesure pas en biens matériels, mais en humanité, en compassion, en la profondeur des liens qu'il est capable de tisser. Un silence stupéfait s'abattit sur le petit groupe, et même sur les convives alentour, qui avaient discrètement tendu l'oreille, attirés par la tension palpable. Isabelle fut prise au dépourvu, son sourire figé, ses yeux clignotants de surprise et de dépit, son visage se tordant d'une légère rage contenue, impuissante. La cible inattendue avait non seulement riposté, mais elle avait tiré avec une justesse et une élégance qui la laissaient sans voix, la désarmant complètement. Gaspard, à ses côtés, la regarda avec une admiration palpable, ses yeux bleus brillants de fierté, un sourire lent se dessinant sur ses lèvres, un mélange de soulagement et de triomphe. La main qu'il tenait ne tremblait plus. Elle était ferme, confiante, unie. Isée avait parlé avec une dignité et une assurance qu'elle ne se connaissait pas, révélant une force intérieure que même elle avait sous-estimée. Elle avait défendu son honneur, celui de Léo, et même indirectement celui de Gaspard, sans avoir besoin de lui pour la protéger. Elle avait trouvé sa propre épaule pour se tenir droite, et elle s'était révélée à elle-même, sous le regard d'un homme qui la voyait enfin telle qu'elle était vraiment. Isabelle, visiblement mal à l'aise et vaincue par la justesse de la réplique d'Isée, bredouilla quelques mots inaudibles sur une mésentente et s'éclipsa rapidement dans la foule, son assurance habituelle ébranlée, laissant derrière elle un sillage de confusion et d'admiration pour Isée. Isée, une fois Isabelle partie, sentit l'adrénaline retomber. Une légère sueur froide perla sur son front, mais une satisfaction profonde, un sentiment d'accomplissement et de liberté, l'envahissait. Elle avait fait face. Elle avait vaincu sa peur, non pas pour impressionner, mais pour protéger ce qu'elle avait de plus cher et pour s'affirmer. Gaspard se tourna vers elle, son visage reflétant une émotion intense, un mélange d'amour, de respect et d'une joie immense, une étincelle de compréhension profonde dans ses yeux. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues, et la regarda comme si elle était la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée, une héroïne silencieuse qui venait de conquérir son propre champ de bataille. « Isée » murmura-t-il, sa voix empreinte d'une tendresse infinie, ses yeux remplis d'une lumière que Isée n'avait jamais vue, un reflet de son propre bonheur. « Tu es incroyable. Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un. Jamais. » Il l'attira contre lui, la serrant fort, un baiser doux sur le haut de sa tête, un geste de protection et d'adoration. Dans cette étreinte, Isée sentit toute la force de leur lien, le climax de leur parcours émotionnel. C'était la preuve tangible que leur amour pouvait résister aux pressions extérieures, que sa timidité ne la définirait plus, qu'elle était une force à part entière. Elle avait trouvé sa voie, et Gaspard était là pour l'entendre, non pas en spectateur, mais en partenaire égal et inconditionnel. Après cet incident, le reste de la soirée sembla plus léger, l'air plus respirable, comme si une tempête s'était dissipée pour laisser place à un ciel étoilé plus lumineux encore. Isée, forte de cette nouvelle confiance, se sentait à sa place, non pas en tant que compagne du millionnaire, mais en tant qu'Isée, une femme avec sa propre valeur, sa propre histoire et une dignité inébranlable. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient plus seulement curieux, mais respectueux, parfois admiratifs. Gaspard ne la quitta pas d'une semelle, ses attentions redoublant, comme s'il voulait lui faire oublier les mots acerbes d'Isabelle. Mais Isée savait que ces mots, loin de les briser, avaient forgé quelque chose d'encore plus solide entre eux. Ils avaient éprouvé la profondeur de leur connexion, l'authenticité de leurs sentiments, au-delà des artifices et des jugements de la haute société. Les semaines suivantes furent une confirmation de cette nouvelle étape, une danse délicate d'adaptation et d'amour. Gaspard déménagea une partie de ses affaires à San Francisco, officialisant sa présence constante et son engagement. Il loua un appartement plus grand dans un quartier charmant et familial, avec une chambre spacieuse et lumineuse pour Léo, et une vue imprenable sur la baie où les lumières de la ville dansaient le soir. Il ne voulait plus de longs voyages sans eux, ou de la solitude qui accompagnait ses retours dans des résidences vides et impersonnelles. Son appartement, jadis immense et un peu froid, commença à se réchauffer avec les jouets colorés de Léo, éparpillés sur le tapis du salon, les livres d'Isée sur les étagères et l'énergie vibrante d'une vie de famille naissante. Isée,
D'abord hésitant à investir cet espace si différent du sien, commença à y laisser sa marque, à le transformer en un foyer commun, un véritable havre de paix. Il passait des heures à discuter de l'aménagement, à choisir des couleurs, à imaginer l'avenir, chaque décision renforçant leur sentiment d'appartenance mutuelle. Ils construisaient, ensemble, les fondations de leur nouvelle vie. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient au parc avec Léo qui courait après les pigeons, sa couverture douillette à la main, un emblème désormais joyeux de son enfance. Gaspard s'assit à côté d'Isée sur un banc, la douce chaleur du soleil de Californie caressant leur visage, et les rires innocents de Léo emplissaient l'air, une mélodie de pur bonheur. « Isée, commença-t-il, sa voix grave et réfléchie, empreinte d'une solennité qu'elle reconnut comme le signe d'une pensée mûrement réfléchie. Depuis le jour où je t'ai vue, si vulnérable et si forte à la fois, dans cet avion, mon monde a changé du tout au tout. Tu m'as montré ce que signifie la vraie richesse, une richesse que mes millions ne pouvaient pas acheter. L'authenticité, la chaleur humaine, la capacité à aimer et à se battre avec courage. Léo m'a montré ce que signifie l'amour inconditionnel, la joie pure, la beauté de l'innocence. Il prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité qui la fit frissonner, un regard rempli d'une tendresse profonde et d'une certitude inébranlable. Je ne veux plus jamais te laisser affronter la vie seule. Je ne veux plus que nous soyons séparés par des avions ou des continents, par des mondes différents ou des obligations. Je veux construire une vie avec toi, avec Léo, un foyer, une famille, pour toujours. Il sortit de sa poche intérieure une petite boîte en velours, un écrin discret d'un bleu profond, comme ses yeux, mais plus sombre encore. Isée sentit son cœur battre la chamade, ses yeux s'embuant déjà de larmes de bonheur et d'incrédulité. Le monde sembla s'arrêter, le bruit des enfants jouant et le murmure du vent s'estompant pour ne laisser que le son de sa propre respiration. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais d'une élégance intemporelle, sertie d'un diamant solitaire qui capturait la lumière du soleil, un éclat pur et limpide. C'était un bijou raffiné, loin de toute ostentation, à l'image de leur amour profond et sincère. « Isée », dit-il, son regard rempli d'une promesse éternelle, sa voix légèrement tremblante d'émotion, le poids de ses mots résonnant dans le silence du parc. « Veux-tu m'épouser ? Veux-tu me faire l'honneur d'être ma femme et de me laisser être un père pour Léo pour toujours ?» Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Isée, chaudes et douces, effaçant les cernes de fatigue de son passé, lavant les doutes qu'elle avait portés si longtemps. Ce n'était pas la proposition flamboyante que l'on attend d'un millionnaire, mais une demande sincère, profondément ancrée dans leur histoire, dans les valeurs qu'ils avaient découvertes et construites ensemble. Elle se souvenait de ces mots dans l'avion, « Dors sur mon épaule ». Aujourd'hui, il lui offrait bien plus qu'une épaule. Il lui offrait une vie, un avenir, un foyer, un amour inconditionnel qui la protégeait et la grandissait. « Toi, Gaspard », murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion, chaque syllabe remplie de la profondeur de ses sentiments, de l'affirmation de son bonheur. « Oui, 1000 fois, oui ». Il lui passa la bague au doigt, un geste qui scella leur destin, non pas par le métal précieux mais par la force de leur engagement mutuel, la promesse de construire ensemble. Ils s'embrassèrent, un baiser long et tendre, rempli de promesses, de gratitude, d'un amour qui avait transcendé les barrières sociales et les peurs qui avaient fleuri là où personne ne l'attendait. Léo, comme s'il sentait l'importance du moment, courut vers eux, tendant ses petites mains pour un câlin collectif, ses rires cristallins brisant le silence de leur émotion. Gaspard les prit tous les deux dans ses bras, Isée et Léo, un tableau parfait de bonheur familial sous le soleil de San Francisco, un instant gravé à jamais dans la mémoire de leur cœur. Leur vie à San Francisco devint une toile riche en couleurs, chaque jour ajoutant de nouvelles nuances à leur bonheur partagé. Isée continua son travail, mais avec une nouvelle passion, une détermination renforcée. Gaspard la soutenant dans ses ambitions et l'encourageant à prendre des initiatives, à saisir les opportunités. Elle reprit des cours du soir à l'université, explorant son amour pour la littérature et l'histoire de l'art, son esprit s'épanouissant dans ses nouvelles connaissances et la liberté d'apprendre. Gaspard, quant à lui, trouva un équilibre harmonieux entre ses affaires mondiales et sa nouvelle famille. Il réorganisa ses priorités, déléguant davantage, réduisant ses déplacements pour être plus présent, car la présence auprès de ceux qu'il aimait était devenue sa priorité absolue. Les week-ends étaient consacrés aux explorations de la Californie,
au rire de Léo qui découvrait le monde avec des yeux émerveillés, au moment de quiétude à trois dans leur nouveau foyer, transformé en un véritable nid douillet. Ils plantèrent un petit jardin sur leur terrasse, symbole de leur enracinement et de leur croissance commune. Les préjugés et les regards parfois condescendants de certains membres de la haute société s'estompèrent, ou du moins n'atteignirent plus Isée. Elle avait trouvé sa force, son identité et son bonheur, et les jugements extérieurs n'avaient plus d'emprise sur elle. Elle était la femme de Gaspard, la mère de Léo, et elle était fière de chaque aspect de sa vie, de son parcours, de la femme qu'elle était devenue. Elle portait son histoire avec dignité, et son amour avec Gaspard était une armure contre l'adversité, un témoignage vivant de la puissance du cœur. Un soir, alors que Léo dormait paisiblement dans son lit, un léger sourire aux lèvres, Isée et Gaspard étaient assis sur la terrasse de leur appartement, observant les lumières scintillantes de la ville qui s'étendaient à perte de vue, un tapis d'étoiles sous le ciel sombre. Une couverture douillette, identique à celle de Léo mais plus grande et tissée avec soin par Isée elle-même, était drapée sur leurs genoux, les enveloppant tous les deux dans une douce intimité. Isée, blottie contre l'épaule de Gaspard, sentait une paix profonde l'envahir, une plénitude qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle revint sur le début de leur histoire, le regard perdu dans l'immensité de la baie, un voyage mental vers cet avion, ce vol qui avait tout changé. « Tu sais, » dit-elle doucement, sa voix empreinte d'une douce mélancolie et d'une gratitude infinie. Cette phrase dans l'avion dort sur mon épaule. Elle a tout changé. Elle m'a offert un refuge quand j'en avais le plus besoin, une ancre inattendue dans la tempête, un signe que je n'étais pas invisible. Gaspard la serra un peu plus fort, son souffle chaud sur ses cheveux. Et toi, Isée, tu m'as offert un foyer quand je ne savais même pas que j'en cherchais un. Tu m'as appris que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, les millions que l'on accumule, mais ce que l'on partage, les liens que l'on tisse avec son cœur. Tu as éclairé ma vie d'une lumière que je croyais perdue à jamais, une lumière qui a chassé la solitude et le vide. Il la regarda, ses yeux bleus perçants adoucis par l'amour, un sourire tendre sur les lèvres, un reflet de leur chemin parcouru et de leur avenir prometteur. Chaque jour avec toi et Léo est une bénédiction. Notre voyage ne fait que commencer, mais il est déjà si beau, si rempli de sens, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Likez et abonnez-vous pour ne rien rater.